Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre des rencontres du Fauteuil Rouge. Cette fois-ci, c'est un café-cinéma. Je dis cette fois-ci parce qu'il y a eu des fois où c'était des cafés libres, mais aujourd'hui, c'est un café-cinéma avec un jeune réalisateur qui est invité, qui nous vient de Paris. Oui. Mais qui a des attaches dans les Cévennes, c'est-à-dire pas quand même très très loin de chez nous. Et Arnaud Grana, donc, a réalisé 2 films. Le premier film, c'est Au temps du désert, le premier grand film, Au temps du désert. Et aujourd'hui, il va se prêter gentiment à un entretien après la projection du film, hein, et peut-être après l'entretien, le deuxième film, la présentation du deuxième film, parce qu'il a aussi fait un deuxième film qui s'appelle Naufragé et qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, nous avons dans cet espace l'acteur principal des deux films, Lorenzo Granjon, qui viendra tout à l'heure donner un petit peu son témoignage de la façon dont ça s'est passé. Alors, peut-on parler d'acteur fétiche avec Lorenzo Granjon? Oui, on peut. On demandera aussi tout à l'heure à Arnaud Grana s'il a l'intention de faire un 3e film, parce que peut-être qu'à ce moment-là, justement, Lorenzo sera peut-être sélectionné dans le casting. Et puis après, nous avons aussi normalement Alain Manzolier qui est parmi nous et qui devait venir, voilà, et qui peut-être viendra aussi dire ce qu'il pense de la façon dont se sont passés les tournages, ou en tout cas un. Et puis Maxence Viard qui, en tant que régisseur d'Au temps du désert, viendra aussi apporter sa contribution à cette projection. Voilà, je voulais demander dans un premier temps à Arnaud Grana, donc, de se présenter succinctement, de nous dire un petit peu son parcours et comment il était arrivé jusqu'à ce fauteuil rouge. Alors, en fait, à partir de mes études, la constante de mes études, ça a été le cinéma. De suite après le baccalauréat, j'ai fait une prépa cinéma pendant 2 ans. Ensuite, j'ai intégré une école de cinéma à Paris qui s'appelle le Conservatoire libre du cinéma français en section de scénario. L'année d'après, ensuite, j'ai fait une année montpelliéraine, étant donné que j'ai été à l'université Paul Valéry, où j'ai obtenu une licence de cinéma. Et pendant cette année, vers la fin de cette année universitaire, j'ai tenté le concours de l'école de la Cité, l'école de Luc Besson. Et j'ai donc passé le concours et j'ai été pris. Je faisais partie des 60 sélectionnés. Et c'est quand même cette école qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et aussi un peu le Covid, parce qu'en fait, mes 2 années à l'école de la Cité avaient plutôt mal commencé avec le Covid. Mais Luc Besson a mis en place un projet qui s'appelait Arthur Malédiction. Et pendant le confinement, nous avons tourné ce film c'est un film assez inhabituel parce qu'il a été réalisé à 80%, les équipes étaient composées d'élèves de l'école de cinéma, ce qui je crois ne s'était jamais fait encore. Voilà. Mais je pense aussi que c'était assez intéressant voilà, de pouvoir avoir vraiment une expérience directement en sortie d'école pendant 3 mois. Et c'était aussi assez malin de sa part vu que ça permet de moins payer les gens. Alors justement, comme je me suis intéressée à votre période choisie dans Au temps du désert, à l'époque où j'ai fait des recherches en tant qu'historienne moderniste sur la communication dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait finalement avant que nous ayons le téléphone et Internet, et comment faisaient les anciens pour communiquer. Donc ça avait donné justement ce gros livre qui s'appelle Poste et messagerie au temps de Louis XIV. Et c'est pour ça aussi que j'ai été intéressée par
ton film, qui se passe au temps de Louis XIV, justement, après la révocation de l'édit de Nantes, où on sait que la répression a été particulièrement bien organisée et particulièrement aussi lourde et efficace. Donc ça plaisantait pas. Et à cette époque-là, il y avait à Versailles ce qu'on appelle le cabinet noir, où justement arrivait un certain nombre de messages par des coursiers qui étaient parmi les personnes qui pouvaient passer les informations le plus rapidement possible sur des espèces de pistes qui ressemblaient à des parcours de rallye. Et où il y avait justement personne pour entraver toujours la même constante de vitesse, et à cheval bien sûr, et chaque fois on changeait les chevaux, et donc on maintenait toujours le même nombre d'heures entre les Cévennes et Versailles. Donc les informations arrivaient très vite, les ordres aussi, et évidemment la répression dans les Cévennes a été d'autant plus redoutable. Voilà, donc vous voyez le lien entre la guerre et la communication. D'ailleurs, à cette époque-là, Louvois était à la fois le ministre de la communication, hein, c'est-à-dire de tout ce qui concernait l'information, et ministre de la guerre également, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors maintenant, donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qui, à un moment donné, toi, a déclenché justement cet intérêt pour cette époque-là de l'histoire et pour cet aspect-là de l'histoire? C'est surtout, enfin, j'ai deux passions, c'est l'histoire et le cinéma. Donc du coup, c'était déjà un peu, voilà, ça ne pouvait que se terminer avec la réalisation d'un film d'une reconstitution historique. C'est-à-dire que j'avais donc, en fait, c'était vraiment intéressant de pouvoir tourner dans les Cévennes, car j'ai une maison de famille là-bas, et donc du coup, j'y suis souvent allé, et j'avais remarqué qu'au cinéma, les Cévennes, c'est une région assez vierge au niveau cinéma. Il n'y a pas énormément de films qui ont été tournés là-bas, et donc ça m'a paru assez intéressant de faire un film sur cette époque, et aussi sur cette histoire des protestants, vu que moi-même, voilà, je viens d'une famille protestante. Est-ce que ça a à voir avec la commémoration des 500 ans de la Réforme? Non, pas vraiment. Il n'y a pas eu de lien de causalité. C'était pas conscient, c'était pas du tout conscient dans ce but-là, dans cette optique que j'ai réalisé ce film. Parce qu'il y a eu à cette époque-là aussi pas mal d'initiatives qui ont été prises, et puis bon, on a vu émerger justement des études qui n'avaient jamais été faites jusqu'alors. Je voulais vous demander, le goût du cinéma, ça vient quand? Oula, ça vient très très tôt, je pense vers l'âge de 5 ans. Avec un de mes premiers souvenirs, je devais avoir 5 ans, c'est peut-être pas très glorieux, mais c'est dans l'actualité parce que je crois qu'il ressort au cinéma. Un des premiers films que je suis allé voir au cinéma, c'était l'adaptation d'Astérix de Alain Chabat. Et, vraiment depuis ce jour-là, bah, c'est une passion, quoi. Enfin, le besoin de voir des histoires, le besoin de voir un spectacle, et le besoin de spectaculaire. Hein. Puis Astérix, c'est aussi l'histoire en relation avec l'histoire. Voilà, c'est-à-dire l'histoire d'un film, et en même temps aussi toujours une plongée dans l'histoire. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a une reconstitution. Alors justement, est-ce que c'est le fait de regarder beaucoup de films qui vous a entraîné à ce travail d'écriture concernant Au temps du désert, ou est-ce que vous êtes d'abord un visionnaire et c'est après que vous passez au scénario? Je pense que c'était avant tout un travail d'écriture, parce que j'ai commencé à écrire le scénario pendant ma scolarité à l'école de la Cité, et au départ je voulais qu'un réalisateur puisse mettre en image ce scénario. J'ai longtemps cherché mais je n'ai pas trouvé, donc au bout d'un certain moment je me suis dit il faut réunir un peu de courage et le faire soi-même, et c'est comme ça que j'ai fini par réaliser ce film. Alors, je ne sais pas si ça va te rassurer, mais même Charles de Gaulle disait qu'en France il fallait tout savoir faire soi-même. Voilà, donc nos grands, pourquoi pas. Alors donc,
d'abord scénariste et ensuite réalisateur. Oui, l'écriture et puis ensuite le tournage. Faute de producteur. Et aussi producteur aussi, donc oui, faute de producteur. Après, dans ce domaine-là, peut-être que je n'ai pas suffisamment cherché sérieusement. Donc c'est peut-être quelque chose à ma charge ou à ma décharge, je ne sais pas, mais oui, voilà, j'ai aussi été donc, du coup producteur du film. Donc s'il y a des mécènes ou des sponsors potentiels dans l'Assemblée, n'hésitez pas à la fin de la séance à vous manifester. Le plus difficile, ça a été les raccords avec la reconstitution historique, ou est-ce que c'est la trame et les transitions? Je pense que c'est plus la trame et les transitions, parce que j'ai pas, c'est une fiction, mais je n'ai pas, j'ai pas eu une obsession de rigueur et d'exactitude historique. Je partais pas comme Jean-Jacques Hano sur Le Nom de la Rose, où voilà, il y a vraiment une obsession de l'exactitude. Moi, ce que je voulais avant tout, c'était offrir un petit spectacle avec mes modestes moyens et avec voilà, avoir quelques costumes, mais voilà, non, il n'y avait pas une obsession de. C'était avant tout proposer un spectacle et une reconstitution historique correcte. Oui, vous avez commencé par le plus difficile. C'est vrai, oui, on peut, parce que oui, enfin c'est assez étrange parce qu'aujourd'hui, bon, quand on voit quand même la production de courts-métrages en France, voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires contemporaines qui se passent de nos jours. Si j'étais un petit peu ironique, je dirais dans des chambres de bonne du 18e arrondissement de Paris. Et c'est vrai que c'est assez rare de commencer par une reconstitution historique. Oui, et des scènes en plein air aussi, qui ne facilitent pas les choses voilà, pour la prise de vue, et puis pour la lumière, et puis pour avoir aussi la bonne météo. Bien sûr. Pour ça, alors pour ce qui est de la météo, on a tout fait pour essayer d'avoir la meilleure météo possible. Donc la semaine de tournage qu'on avait bloquée, c'était vraiment début septembre. Donc c'était donc cette semaine-là où on devait atteindre l'été prochain, parce que vu que vers la fin du mois de septembre, il y a beaucoup d'aléas météorologiques, ça aurait été compliqué de tourner le film. Alors, sur le montage, comment ça se passe? C'est au fil des prises de vue, où tout est anticipé? Ou alors, est-ce que finalement, vous gérez tout après les prises de vue? Au niveau du montage, en fait, je me suis retrouvé face à la totalité des rushs. C'est surtout aussi le rapport en fait, avec le scénario qu'on a écrit. Et parfois, on peut se permettre, au cours du montage, on peut se permettre de presque raconter une histoire différente par rapport au scénario qu'on a écrit. Moi, en ce qui concerne le montage, j'ai été assez fidèle au scénario que j'avais écrit. Les seules petites, j'ai pris quelques petites libertés, mais l'essentiel de l'histoire et du scénario écrit a été respecté au niveau du montage. Alors, est-ce que justement le jeu de certains acteurs vous a conduit à un moment ou à un autre à légèrement modifier justement certaines prises d'image ou à modifier un petit peu le cours de l'histoire? Pas le cours de l'histoire, mais parfois, par exemple, j'ai pu, par exemple, en parlant à certains de mes acteurs, comme par exemple la météo n'était pas exactement celle que je voulais, on a pu, à un moment donné, modifier les répliques. Et donc à ce moment-là, j'ai parlé à mon acteur, à mes acteurs, et c'était Lorenzo dans ce cas-là. On a peut-être, on a regardé si on ne pouvait pas changer une réplique. Voilà. D'accord. Alors ensuite, pour le casting justement, est-ce que ce sont plutôt des proches qui sont choisis ou vous avez fait un appel à projet? C'est plutôt oui. Enfin, pour le casting, pour l'un des deux rôles principaux, donc le personnage de Jean, j'ai organisé un casting. Donc j'ai vu 5 acteurs que je ne connaissais pas du tout défiler devant moi. Donc c'était plus un appel à projet. Et en ce qui concerne le personnage de Paul, pour Lorenzo, c'était vraiment un proche. Donc je savais que Lorenzo était acteur. Et moi ça m'a de suite plu. Enfin j'ai vu qu'il pouvait être très bien parfait pour le rôle et pour le projet.
Est-ce que quand vous avez écrit le scénario, vous pensiez déjà à Lorenzo ou c'est après que ça s'est imposé? C'est seulement après, parce que peut-être même qu'à l'époque où j'ai écrit le scénario, je voyais pas souvent Lorenzo, et ensuite j'ai recommencé à le voir beaucoup plus souvent, et là du coup j'y ai pensé, j'ai vraiment pensé. Alors, aviez-vous une idée ou plusieurs par rapport aux costumes? Ou est-ce que là aussi vous avez délégué? Pour les costumes, c'était assez intéressant parce que enfin, c'était vraiment la condition qui faisait que le film allait se faire ou ne pas se faire. Et on a longtemps cherché les costumes et on a fini par trouver donc une costumière dans la région d'Alès qui s'appelle Laurence Magnanelli. Et c'est grâce à elle que le film a pu se faire vu qu'elle a mis à disposition les costumes dont on avait besoin. Elle a une énorme collection de costumes et gracieusement elle m'a dit prends ce que tu veux, je te les laisse pour la semaine et tu me les ramènes. Et c'est grâce à elle que le film s'est fait. D'accord. Sinon je ne sais pas comment on aurait trouvé les costumes. Alors ensuite, qu'est-ce qui vous a intéressé le plus justement sur le tournage, avec les acteurs? Est-ce que c'est d'abord finalement leur profil, leur expérience, ou est-ce que c'est plutôt la rencontre des acteurs entre eux, avec vous, et donc le jeu qui se passe en même temps que le tournage? Oui, je pense que le plus intéressant à faire pendant le tournage, c'était la direction des comédiens. C'est même, je peux reprendre Melville qui disait le tournage est une formalité fastidieuse, c'est une horreur. Et le seul répit que je trouve dans cette pénible affaire, c'est à avoir à diriger des comédiens. Je pense que je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Alors cette direction d'acteur, elle se passe, disons, avec une certaine bienveillance. Vous avez l'impression que des fois, il faut quand même être un peu sévère avec? Ça dépend, enfin j'ai trop peu tourné pour pouvoir dire que dans certains cas on peut se montrer dur. Moi je pense que de toute façon se montrer sec ou cassant ou même méchant, ça ne sert à rien pour la performance d'un acteur. Un acteur c'est quand même une chose hyper fragile, c'est quelqu'un qui doit avoir l'air naturel, qui doit faire passer des émotions. Et je ne vois pas en quoi, le mot est un peu fort, mais je ne vois pas en quoi malmener un acteur pourrait l'amener à faire des choses qu'on pourrait lui expliquer le plus calmement du monde et avec beaucoup de courtoisie. Donc ça a été, voilà, donc ma méthode, elle a été, je pense, Lorenzo peut-être le confirmera, c'était toujours la même méthode, expliquer la scène clairement, dire à l'acteur l'émotion, ce qu'on veut faire passer, ce qu'on veut qu'il fasse passer, et voilà, il n'y a pas d'animosité ou installer un climat délétère. Je pense que c'est très mauvais sur un plateau. Le choix des décors en extérieur, vous l'aviez déjà anticipé parce que vous connaissiez bien les Cévennes, ou est-ce que vous avez dû faire des repérages sur place très particuliers? Alors je connaissais, du coup, vu que le village dans lequel on a tourné est une sorte de village de vacances pour moi, je connaissais bien l'endroit, mais malgré tout, je n'ai pas pu me passer des repérages. Je suis allé faire des repérages, même 1 an avant de tourner le film, et ça a été très important, parce que sinon, non, il fallait ce travail de préparation, j'aurais pas pu débarquer là-bas et dire ouais, on va tourner là, on va tourner cette scène-là, on va tourner cette scène-là, ça aurait été impossible. Est-ce que vous avez été obligé de délimiter des lieux de tournage? Délimiter dans oui, pour éviter les personnes qui passent, le chien plus ou moins opportun. On n'a pas eu trop. Les touristes, les randonneurs. Heureusement, on n'a pas eu ce genre de problème parce que l'endroit est assez reculé de tout et on a vraiment eu de la chance là-dessus. Délimiter, non, mais parfois, à un moment, j'ai dû abandonner certains lieux de tournage qui étaient trop compliqués d'accès. C'était trop dur de s'y rendre. Voilà. Donc pour des raisons techniques plutôt? Oui, c'était vraiment pour des raisons techniques. Oui. Alors justement, y a-t-il des heures qui vous conviennent plus que d'autres?
Enfin, en tout cas, dans ce film-là. Des heures, vous voulez dire par rapport à la lumière, justement, ou à... Le temps était assez changeant et c'est toujours très difficile en plus quand on tourne avec où le temps est nuageux et où le soleil est encore très fort comme début septembre. Donc c'est assez compliqué au niveau de la lumière. Je peux pas vraiment dire si je peux pas vraiment dire si j'ai une préférence pour le matin ou pour l'après-midi par exemple en ce qui concerne pour tourner. Après, il est sûr que la lumière de fin de journée est toujours très très belle et la lumière du début du jour est toujours aussi très belle. Donc voilà. Mais ce sont des laps de temps qui ne durent que 20 minutes, donc on ne peut pas tourner 1 heure dans la journée. C'est pour ça que je posais la question. Alors justement, après pour la prise de son, en fonction, puisque vous étiez en extérieur, est-ce que ça n'a pas posé de problème? Est-ce que c'était facile ou est-ce que vous avez pu anticiper, vous en débrouiller, ou est-ce qu'il a fallu faire d'autres prises justement? La plupart du temps, c'était assez facile, mais parfois, même dans un village aussi reculé, on a eu quelques bruits de moteurs et de tondeuses, ce qui était assez dur pour l'ingénieur du son. Mais en dehors de ça, non, c'était. Il y a aussi le vent qui peut poser un gros problème, mais l'ingénieur du son a réussi vraiment à s'en accommoder et a fait un très bon travail. Bon, alors avant justement de demander aux acteurs ou à ceux qui ont participé d'une façon très active à la réalisation du premier film, donc d'Arnaud Grana, on va peut-être regarder ce film et ça nous permettra justement après de vous donner la parole pour que vous puissiez poser d'autres questions. Voilà. Je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent répondre à la violence par la violence. Mais ce n'est pas ce que notre Seigneur nous a enseigné. Je n'ai pas vocation de mourir en martyr. Crois ça si ça te permet de dormir. Une question. Vous n'êtes pas des huguenots? Vous les papistes, vous ne nous laisserez jamais en paix. Tout doit vous appartenir ici-bas. Le diable vous emporte tous. Jean, qu'est-ce qui te prend? Tu veux nous faire remarquer, c'est ça? Tu vas mourir hérétique, comme ton ami. Tu vas savoir ce qu'est l'enfer. Justement, qu'est-ce qui t'a plu dans le rôle qu'on t'avait proposé? Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté? Alors déjà, j'ai bien aimé tout simplement le projet parce que j'ai trouvé que c'était un projet ambitieux, surtout pour un premier film. Parce que, comme vous avez pu le voir, il y a des scènes d'action, c'est tourné en extérieur et les scènes d'action sont parmi les plus dures à tourner au cinéma et justement maîtriser la lumière extérieure du soleil, c'est jamais facile, donc de s'adapter à ça. Et j'admire Arnaud d'ailleurs pour ça parce que c'est quelqu'un qui justement a de l'ambition et qui prend ses projets, qui met la main à la pâte. C'est lui qui écrit le scénario, qui a décidé de prendre son courage à deux mains pour le réaliser lui-même, pour faire voir sa version de l'histoire et qui le produit aussi lui-même. Un film, ça coûte très vite cher, le matériel, les déplacements. Là, on a eu de la chance d'être hébergé un petit peu par sa famille dans une magnifique bâtisse dans le parc naturel des Cévennes. Mais voilà, il faut prendre un petit peu les avantages qu'on a. Et voilà, déjà le projet, j'ai trouvé, était d'envergure. Et ensuite, moi, c'est vrai que ce qui m'a donné la passion pour le cinéma, je suis un très grand fan des films d'aventure, des grandes épopées. Et donc, que ce soit un film historique, avec des décors naturels, pour un acteur, moi, c'est un petit peu ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Pour un acteur, d'être en décor naturel plutôt que d'être derrière un fond vert où il faut imaginer les arbres, le vent, se rappeler du texte, c'est quand même pas facile. Alors là, franchement, c'est 50% du travail qui est fait. Et des fois, c'est vraiment très bête, hein, mais il peut s'agir d'un très petit accessoire, comme un chapeau ou une cigarette, pour donner une âme ou caractériser un petit peu plus le personnage. Et donc, quand on a des costumes magnifiques, une costumière qui a travaillé dans un film, Michael Leclas, c'est ça? Colas. Colas, pardon, avec Mads Mikkelsen dans le rôle principal.
donc qui sont magnifiques, et d'être dans un parc naturel comme ça, j'ai jamais vu, quand je suis arrivé là-bas, on a vu des renards, j'ai jamais vu un ciel étoilé aussi magnifique que celui-là là-bas. Vraiment, même avec mon téléphone portable, je pouvais prendre des photos du ciel, c'est bien la seule fois que j'ai pu le faire. Et voilà, déjà c'est ce qui m'a énormément plu. Et puis bien sûr ensuite le rôle. J'ai aimé ce rôle, cette relation entre les deux personnages où je suis un espèce de grand frère mentor pour Jean, donc qui vient de subir une lourde perte, son père, de façon assez terrible. Et moi justement j'ai eu un passé assez lourd, on n'en parle pas trop, mais justement il y avait un gros travail là-dessus. Que j'ai aimé faire, un travail de l'ombre un petit peu, mais qui donne justement l'âme au personnage. Et j'étais dans la rédemption. J'ai aussi connu la haine comme lui par le passé, et j'ai remarqué que la haine n'attire que la haine. Et aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est régler ses problèmes, être au-dessus de ça. Et donc j'essaye de le sortir de cette spirale infernale pour le libérer et lui faire voir un peu la vie du bon côté, et surtout lui faire voir qu'il y a de l'espoir. Alors ce film commence par un mort et ça se termine quand même par un mort. Ma première mort. Donc c'est pas facile de jouer comme ça quelqu'un qui finalement va avoir une vie abrégée précocement. Alors ma vie, je ne sais pas qu'elle va s'abréger précocement, ça c'est que dans le scénario, on ne sait jamais, c'est au jour le jour, c'est comme tout le monde, malheureusement c'est quelque chose qui peut frapper n'importe quel. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la présence de l'acteur principal est particulièrement intense, vibrante, parce que justement après ça se termine comme un coup de hache. Oui, exactement. Mais justement c'est pour ça aussi que j'ai aimé ce personnage, parce que c'est un personnage profond. J'ai eu de la chance d'avoir le scénario assez en avance pour me renseigner déjà sur l'époque, sur le protestantisme, comment ça s'est passé, la révocation de l'édit de Nantes, pourquoi les Cévennes, et sur le passé de mon personnage que j'ai dû créer justement. Où est-ce que je suis allé, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis, et finalement qu'est-ce qui me fait aller vers la rédemption. Mais j'ai aimé justement, ça m'a rappelé beaucoup, pour ceux qui connaissent Star Wars, donc c'est connu, mais ce rapport un petit peu entre Anakin et Obi-Wan Kenobi, voilà, donc je me suis assez inspiré de ça. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, en étant au XXIe siècle, d'endosser un personnage justement qui a vécu dans une autre époque, dans un autre temps? Je pense pas que ce soit plus difficile que pour un autre personnage. À chaque fois, ce sont des vies différentes. Et encore une fois, on avait la chance d'avoir des costumes et d'être en décor naturel. Donc forcément, quand on a ces espaces, quand on a ces maisons abandonnées à côté et ces costumes, on se sent vite habité par le personnage. Et moi, j'ai toujours été un grand fan d'histoire. Donc je me suis toujours beaucoup intéressé à ça. Donc non, ça n'avait pas été plus difficile. Vous aviez ce point commun aussi. Oui, exactement, c'est ça. Ça permettait aussi d'en discuter, ça permettait de se replonger plus facilement dans cette époque-là. Est-ce que maintenant, si vous voulez bien, parce qu'il y a quand même le deuxième film, Naufragé, est-ce que vous voulez bien nous dire pourquoi justement Arnaud est revenu vers vous pour le rôle principal dans le film Naufragé, et en quoi ça diffère justement, parce que c'est deux périodes de l'histoire tout à fait différentes. On se rapproche de nous là maintenant. Oui, exactement. Voilà, peut-être que le prochain film se passera au début du XXIe siècle. En fait, Arnaud et moi, on s'est connus, on a vécu dans des foyers étudiants à Paris. Donc c'est l'équivalent du YMCA en France, c'est l'Union chrétienne de jeunes gens, voilà, jeunes garçons, jeunes filles. Et donc qui ont 3 foyers sur Paris. Donc au départ nous étions dans 2 foyers différents, mais on avait quelques amis en commun. Et finalement Arnaud est venu emménager dans le foyer dans lequel j'étais. Et donc à partir de là on est devenus très proches, on a regardé beaucoup de films ensemble. Et puis lui c'est une vraie encyclopédie niveau cinéma, il connaît tous les films, qui a fait le son, une réplique, enfin c'est assez impressionnant, j'ai jamais vu ça. Et du coup voilà, l'alchimie s'est vite fait. Et donc il y avait ce premier tournage qui était un petit peu un test pour nous, parce que travailler ensemble c'est toujours différent, et ça s'est très bien passé, on était content du résultat, j'étais content de pouvoir travailler avec lui. En plus, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai eu la chance d'avoir les scénarios en avance, donc de pouvoir poser les questions que j'avais à poser sur le personnage, sur telle réplique, qu'est-ce que tu veux dire par là.
et aussi justement de pouvoir lui proposer, c'est le travail de l'acteur, de proposer des idées un petit peu de personnages et de le justifier dans l'histoire pour le faire exister. Donc voilà, la première expérience s'est très bien passée et c'est pour ça qu'on a décidé d'enchaîner sur un deuxième film dans une époque différente effectivement, mais tout aussi intéressante je pense, et qui cette fois s'est tourné dans la forêt de Meudon. Pareil, on avait à peu près la même équipe avec laquelle c'était bien passé, on avait une vraie osmose, donc il y avait plus ce stress des premières scènes pour moi personnellement quand je suis arrivé. Non mais c'est vrai, c'est jamais facile de débuter un tournage, il y a toujours ces premières scènes, comment ça va se passer avec l'équipe, surtout qu'on est ensemble pendant quelques jours à dormir dans la même pièce, etc. Donc on est très proches, et si ça se passe mal, après ça peut vite se ressentir, je pense, à l'image. Et on a eu de la chance d'avoir une super équipe. Voilà, il y a Thierry ici, Maxence, Bernard qui était là aussi, et ça s'est très bien passé avec tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a rappelé un peu les mêmes personnes pour le second film, qui est un film un peu plus intimiste, vous le verrez. Mais voilà, donc on a décidé de faire ce film et de retourner en décor naturel. Et moi c'était un personnage qui me plaisait beaucoup, je vous en dis pas plus pour garder un petit peu la surprise pour le film. Mais que j'ai adoré aussi jouer tout autant que celui-ci. Bon. Alors là, je vous propose, vu le temps qui avance, de regarder justement ce deuxième film. Et après, on invitera, si vous voulez bien, monsieur venir témoigner vous aussi. Et puis Maxence qui parlera en tant que régisseur, lui, c'est-à-dire derrière la caméra dans les... Plus que régisseur d'ailleurs, c'était notre couteau suisse, vraiment il a été génial, un rôle assez ingrat, et il en faut sur les tournages, surtout quand on est en équipe assez réduite comme ça, et il a été à la hauteur sur tous les plans, à tous les niveaux, donc merci encore à toi. Chaque personne est nécessaire, c'est pas que ce qu'on voit à l'écran et derrière, et nous on a été mis dans les meilleures dispositions en tant qu'acteur pour ça, et c'est grâce à toute l'équipe. Ouais. Merci. Alors, je ne sais pas si on pourrait imaginer la même scène aujourd'hui, au XXIe siècle, quelque part en Ukraine. Parce qu'après tout, on en est à peu près au même point. Ça pourrait être entre un Russe et un Ukrainien. Donc, c'est intéressant, Arnaud, que tu nous montres des choses qui sont justement intemporelles, finalement. Oui. L'histoire semble se rappeler à nous. On voit que Lorenzo a eu le crâne rasé et qu'il a vieilli beaucoup entre les deux films. En tout cas, merci pour cette performance. Et puis, la musique qui est très présente dans les deux films, mais dans celui-ci peut-être encore plus, avec beaucoup d'intérêt aussi pour tout ce qui vient de l'extérieur et qui est signalé par les sons, puisque de toute façon, dans ce film, on ne peut pas dire que c'est un huis clos, mais enfin, là, c'est carrément, on n'est même pas 8, on est en duo, là, carrément. Voilà. Donc, est-ce que tu peux venir nous parler justement de cet intérêt pour la musique, à moins qu'il ne soit conseillé par quelqu'un parmi tes proches? Le compositeur pour les deux films, c'est la même personne, c'est un garçon qui s'appelle Kevin Piquemal, qui est lyonnais, et en fait, je l'ai vraiment, je ne l'ai jamais rencontré. C'est-à-dire que on s'est trouvé par internet, j'avais lancé une annonce, j'avais mis une annonce de recherche de compositeurs, et donc j'ai fini par le trouver, et je l'ai choisi parce que j'ai entendu ce qu'il faisait avant, ça m'a beaucoup plu, et je trouve que c'est quelqu'un qui comprend très bien. Je lui fais la méthode de travail, c'est que je lui fais regarder d'abord le film, et ensuite, en regardant le film, il s'inspire du film pour faire la musique, tout en prenant compte aussi évidemment, mes directives, ce que j'aimerais entendre comme musique de film. Et voilà. En général, la musique dans ta vie, ça a une grande place ou pas? Parce qu'on sent que de toute façon, en termes de direction, sur le plan justement des sons, de l'accompagnement musical, tu as dû être quand même assez exigeant.
Exigeant, je sais pas, mais en fait, précis, je pense plutôt. Mais oui, on peut du coup arriver à maintenant les 3 passions, je pense. On aura vu le cinéma, l'histoire et évidemment la musique. En fait, je ne me connais pas d'autres passions et ça en fait déjà 3. Peut-être la nature aussi. C'est possible, oui, en fait, oui, en fin de compte, oui, c'est fort possible. On est quand même chaque fois dans des décors extérieurs, mais c'est toujours cet environnement de la forêt avec quand même les arbres et tout ce qui va avec. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, voilà, oui, c'est l'amour de la nature. Oui, c'est quelque chose voilà, de très important. Et donc, du coup, oui, la musique, enfin, moi j'en écoute avant que. Enfin, comme tout le monde, j'imagine, mais enfin, j'en écoute depuis que j'ai même pas l'âge de parler, enfin, depuis l'âge de 2 ans. Oui, avant même de savoir parler, je pense que j'écoutais déjà active. Il y a ce qu'on appelle l'écoute active et je pense que j'ai pu le développer plutôt que certaines personnes et ça aide à avoir une oreille musicale, je pense. Toi-même, tu joues d'un instrument ? Oui, je joue du piano. Ça fait 15 ans maintenant que je le pratique. Alors, j'avais dit Arnaud Granat, c'est quelqu'un qui a le rôle principal dans ses films, sans être l'acteur principal. Parce qu'il est à la fois le scénariste, le réalisateur, le producteur. Et je lui avais dit, je te souhaite la même carrière et la même notoriété qu'à Satya Gitré, qui lui aussi était un grand réalisateur, mais qui faisait quasiment tout sur le tournage, y compris la musique. Donc peut-être qu'un jour, toi tu feras un accompagnement au piano aussi. Donc il composait, il jouait la musique de ses films. Et donc la prochaine fois, qu'est-ce que ça pourrait être, le 3e ? Le 3e film, je pense que ça se passera de nos jours. Et donc ce ne sera plus une reconstitution historique. Et ça se focalisera, j'ai écrit le scénario, mais je suis encore en train de le réécrire, de l'arranger, de le revoir, de le corriger. Les personnages principaux, ce seront des jeunes, donc quand même avec moins de vécu que tous les personnages quand même de ces films, et ce sera oui des jeunes d'environ 17-18 ans. Voilà, des jeunes garçons et des jeunes filles. Voilà, ce sera aussi, je pense donc aussi que ce sera sur un ton très comique, ce sera vraiment une comédie. Et voilà, si on peut mettre une influence, je pense que ça lorgnera du côté de Very Bad Trip, quoi, vraiment des comédies américaines récentes. Alors, je voulais terminer en te demandant, quand sais-tu que le ton dans un scénario, parce qu'on dit que finalement le plus difficile c'est de mettre le point final, quoi, de se dire ça y est, bon, je suis assez content de moi. Ah, au-delà du ton par exemple de la direction des acteurs dans le cas de la direction des acteurs, je pense qu'en fait c'est le fait d'avoir vu des centaines et des centaines de bons films, mais même aussi des mauvais, ça permet de savoir ce qu'il ne faut pas faire, enfin, même si c'est subjectif, mais oui, c'est quand même, on est forcément influencé par les bons films qu'on a vus, et c'est très dur de répondre à cette question, et donc du coup, on sait instinctivement, sans pouvoir l'expliquer, que le ton est juste ou quand ça sonne faux, mais c'est aussi la situation de la scène qui renseigne sur est-ce que l'acteur joue juste ou est-ce qu'il joue faux et comment le remettre sur les rails. C'est peut-être aussi un peu de psychologie, connaître un peu les réactions de tel ou tel personnage dans cette situation, dans cette scène. Voilà. Et justement, quand sais-tu que c'est fini ? Quand le film est fini. Quand le film est fini, en fait, dans la post-production, j'opère d'une manière assez singulière parce qu'en général, sur les courts-métrages où il y a un peu plus de budget, toutes les étapes de la post-production sont faites en même temps. En fait, la musique, le mixage son, l'étalonnage sont en fait menés sur 3 fronts et c'est en même temps, simultanément. Donc moi, j'opère,
je procède étape par étape, et à chaque fois que je finis une étape, c'est quand je suis complètement satisfait du résultat. Je suis complètement satisfait et je passe à une étape suivante. Donc logiquement, après, ça fait une espèce d'addition, et quand j'ai terminé toutes les étapes, je vois ce que donne le film, et parfois il est possible que je revienne sur une étape, mais voilà, je vois à peu près la globalité du film et je sais à ce moment-là si je suis satisfait ou pas. Et les premiers à voir le film, c'est la famille, c'est les amis ou c'est les acteurs? C'est les deux, c'est les deux, mon capitaine. C'est autant la famille que l'équipe technique et les acteurs. C'est peut-être même... Enfin non, c'est aussi important, parce que l'acteur, c'est très important qu'il puisse voir le produit fini pour qu'il sache se situer, s'il est content de lui, s'il n'est pas content de lui, et la famille aussi pour avoir un regard complètement extérieur et pas du tout cinéphile, et de dire ça j'aime pas, ça j'aime. Enfin, voilà, donc les deux sont très importants. Ça pourrait expliquer que tu reviennes sur certaines scènes? En fait, les corrections que j'ai faites, c'était suite à ce que souvent je ressentais moi-même, mais pas vraiment. Enfin, ça peut paraître prétentieux, mais c'est pas du tout ça. Mais ou alors, par exemple, ce qu'un technicien de la post-production m'avait dit, je pense que tu devrais faire ça. Et comme ce sont des gens de très grande valeur professionnelle avec qui je travaille, ils ont souvent raison à 99% des cas, donc je ne discute pas, enfin, je suis toujours d'accord avec eux. Même si l'accueil du public est très important. Bien sûr, l'accueil du public. Voilà. Alors justement, peut-être dernière question, avant de laisser la parole à la fois à ceux qui ont œuvré pour ces réalisations et aussi au public bien sûr. Justement, quelle est l'expérience acquise après ces deux films? En quoi Arnaud Grana a-t-il changé? Je pense qu'à chaque tournage, on sait toujours mieux comment se comporter avec les autres. Ça améliore ses qualités relationnelles. Je pense que c'est le principal, parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit, et ça a l'air d'être la seule, mais oui, et puis après si, on peut aussi, à chaque tournage aussi, on évite, on sait à l'avenir ce que sera une faute de goût, mais la faute de goût, c'est encore une fois, c'est très subjectif, parce que... Donc oui, c'est avant tout le relationnel. Savoir quoi obtenir des acteurs, parce que le réalisateur, c'est un sacré manipulateur, parce qu'il essaye de tirer des émotions des acteurs, tout en prenant soin d'eux, mais voilà, l'acteur donne quelque chose que le réalisateur prend, et ensuite il en fait ce qu'il en veut. Il le jette, il peut le jeter, il peut s'en servir, il peut finalement ne pas s'en servir, enfin le laisser au montage, donc c'est ça. Et tu t'es senti plus fort ou plus fier après ces deux films? Je pense surtout plus capable de faire des choses et d'entreprendre, et en fait c'est quelque chose de très américain, mais c'est peut-être pas un hasard si c'est eux qui ont quand même fait du cinéma une spécialité, on va dire, mais ce qui est très gratifiant, c'est quand on a fini un film, c'est de se dire j'ai entrepris cette chose, ce spectacle, et je suis arrivé au bout, parce qu'en plus certaines personnes n'arrivent pas au bout, ne terminent pas le film, donc voilà. Alors, après des films qui étaient quand même graves, pathétiques, c'est parce que l'actualité aujourd'hui est quand même particulièrement préoccupante que tu as eu l'idée d'une comédie, ou c'est parce que justement tu avais vraiment envie de virer de bord, c'est-à-dire de passer à quelque chose de très différent de ce que tu avais déjà fait? Je pense que c'est un peu les deux. C'est l'envie de... c'est aussi, j'ai l'impression, enfin je m'exerce, je pense que je m'exerce, et en fait j'ai un genre précis, même si les deux sont deux reconstitutions historiques, mais en fait je vois mes films, mes courts-métrages comme des exercices, et donc je passe de genre en genre et d'un genre à un autre. C'est essayer de s'améliorer.
Alors, dernière question. Lorenzo, alors, dans le 3e film, comment on va le rajeunir pour qu'il ait 17-18 ans? Alors, je pense que... Alors, quand j'ai parlé des personnages qui auraient 17-18 ans, c'est une partie des personnages principaux, mais en fait, il y aura d'autres personnages vraiment principaux. En fait, ça va être assez compliqué, je pense, ce prochain projet, dans la mesure où, en fait, il y aura 9 ou 10 personnages principaux. Donc, il y aura une égalité au niveau de ce qu'on appelle le screen time, du temps à l'écran. Et non, Lorenzo jouera quelqu'un de son âge. Il ne jouera pas quelqu'un qui a 17-18 ans. Sinon, on pouvait chercher la pierre philosophale et justement faire une cure de jouvence pour l'acteur principal. Alors, donc, maintenant, je vais vous laisser la parole. Monsieur, si vous voulez bien venir nous dire justement quelles ont été toutes vos impressions et votre expérience. Alors, moi, c'est différent parce que moi, je n'ai pas d'expérience d'acteur, de comédien. Et Arnaud m'a donné la chance de pouvoir incarner ce personnage, qui est le méchant dans le film, et qui, finalement, est assez loin de ma personnalité dans la vraie vie. Et il m'a permis, justement, de jouer ce personnage, je dirais, avec une certaine facilité. Parce que justement, quand il parlait de direction d'acteur, de faire sortir une énergie, quelque chose de soi-même, il a pu le faire avec moi. Et c'est vrai que pour moi, c'était assez inattendu, parce que je ne m'attendais pas du tout à pouvoir le faire. Et bon, voilà, vous avez vu à l'écran, le méchant, c'est moi. Et... disons que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Sinon, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait avec, j'allais dire, le feeling, mes tripes. J'ai fait vraiment, on va dire, comme un professionnel, du mieux que j'ai pu. Et grâce à la patience, peut-être, et puis aussi à l'expérience d'Arnaud, parce que moi, je n'en avais pas du tout quand je suis arrivé sur le plateau de tournage. Voilà. Alors au casting, on vous a recruté sur quel domaine? Vous aviez déjà joué dans d'autres... Alors, peut-être il y a un côté anecdotique dont je peux parler par rapport à ma propre vie. En fait, moi à la base, j'ai été dans le monde du commercial. Puis j'étais dans le monde du commercial parce que quand j'étais jeune, j'étais très timide, introverti. Et j'ai voulu faire un métier où justement je pouvais m'exprimer, aller vers les gens. Et puis quand je suis arrivé à Montpellier, parce que je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, je suis un ch'timi, ça fait 35 ans que je suis à Montpellier, et bien quand je suis arrivé ici, avec la maman de ma fille, on a créé une société d'événementiel. Parce qu'il y a toujours eu le côté, on va dire, artistique, la sensibilité des artistes qui m'a toujours attiré. J'ai toujours aimé le monde artistique. Et en fait, ma fille, puisque je suis à la retraite maintenant, m'a dit « Papa, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas fait du cinéma ?» Et là, je lui ai dit « Tu sais, maintenant, ma fille, je suis à la retraite. » Et là, elle m'a fait un superbe compliment. Elle m'a dit « Tu sais, papa, tu devrais essayer parce qu'ils cherchent des vieux dans le cinéma. » Alors ça, c'était il y a 2 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai relevé le défi que m'avait lancé ma fille, quelque part. Et j'ai fait de la figuration. Donc je me suis mis disons, dans les quotidiennes d'ailleurs que vous voyez à la télévision, Ainsi grand soleil, Demain nous appartient, enfin toutes ces quotidiennes. J'ai fait de la figuration, mais c'est vrai que la figuration, ça n'a rien à voir avec le jeu devant une caméra, la présence qu'on doit avoir, et puis bon, le texte, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait toujours un petit peu peur. Le texte, c'est pas évident parce que je pense que le métier d'acteur, le métier de comédien, pour avoir eu cette société d'événementiel, avoir côtoyé des artistes, quand ça paraît facile sur scène ou à l'écran, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière. Donc j'admire, moi, le travail des comédiens, le travail des acteurs, parce que déjà, il faut retenir le texte, il faut se concentrer, mais en même temps, il faut lâcher ce texte, il faut vivre le personnage, il faut être... presque comme si on était dans la vraie vie, mais en incarnant un personnage qui n'est pas forcément sa propre personnalité,
Quelquefois, c'est très loin de sa personnalité. Donc c'est loin d'être évident, c'est un métier. En tout cas, à la base, ce n'est pas le mien. Donc, bon, vous avez vu le film. Très humblement, voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais Arnaud m'a permis d'apparaître à l'écran, comme vous l'avez vu. Voilà. Merci Arnaud. Aussi de m'avoir permis, quelque part, enfin, je ne sais pas si c'est réaliser un rêve, parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé être acteur. Alors là, je l'ai peut-être été pendant une séquence du film, mais c'est vrai que... Merci Arnaud, parce qu'il m'a permis de participer à son film, et comme disait Lorenzo tout à l'heure, c'est vrai que d'être dans un décor naturel, d'avoir ce superbe costume. La bagarre, il y a une plume qui vole. C'était pas prévu, ça. Je pense que ça aussi, c'est un peu la magie du cinéma. Quelque part, c'est un détail, mais quand je revois cette scène, je trouve ça quelque part magique. Parce que ça, c'était pas prévu dans le scénario. Il y a des choses aussi, quelque part, qui se passent comme ça dans les films. Et voilà, bon, je l'ai vécu vraiment avec conviction, avec intensité, avec mes tripes. Et voilà. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public? Vous m'avez fait penser à un autre méchant qui était aussi capitaine de dragon. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, il est passé à la télévision il y a quelque temps. Il s'appelle Un Huguenot récalcitrant. Et le méchant, c'est Jacques Dufillot. Oui, oui. Hein? Et on entend un protestant la nuit qui chante le psaume qui dit que Dieu se montre seulement, etc. Et ce film m'a bien plu. Alors une question que je voudrais vous poser, les deux films que nous venons de voir sont très courts. Comment les comptez-vous, comment les présentez-vous au public? Alors, le court-métrage, c'est souvent par le circuit des festivals que les courts-métrages sont présentés au public. Je n'ai que pour l'instant, je pense, ce canal-là, et il y a aussi maintenant le canal internet où je mets les films en ligne 1 an et demi après les avoir réalisés, car les festivals sont toujours à la recherche de films récents, donc au bout de 18 mois, 1 an, 2 ans, on ne peut pas vraiment présenter ça dans des festivals. Arnaud, est-ce que tu as pensé à demander si ça n'intéressait pas le musée du désert? Oui, je les ai contactés, mais je me souviens pas avoir eu de réponse, mais il faudra que je les relance. Parce qu'au musée du désert, on pourrait très bien imaginer ce film en boucle là, bien sûr, oui. Avec une petite présentation. Bien sûr, eh ben, je vais les relancer alors. Pourquoi pas. Alors, ça m'a intéressé parce que c'est un très beau témoignage, et puis ça montre aussi que la reconversion est possible. À tous les âges, il y a des possibilités de se faire plaisir, de vivre de nouvelles expériences. Et ce qui m'a intéressé beaucoup aussi dans ce que vous venez de dire, monsieur, c'est le fait que cette reconnaissance des artistes et de leur métier et du travail que ça suppose, de la préparation, du fait que finalement c'est grâce à eux que chaque fois on a du nouveau à se mettre sous la dent. Et ce qui continue de m'interroger, c'est pourquoi les artistes n'entrent dans aucune catégorie socio-professionnelle. J'étais encore cette semaine au MOCO à côté, et on m'a demandé, bon alors voilà, vous remplissez ce questionnaire, d'où vous venez madame, etc. Et au moment où j'avais à répondre à des grilles, donc je n'entrais dans aucune catégorie professionnelle. Et pourtant, je suis conférencière et écrivaine. Donc, c'est étrange. C'est étrange parce que si Arnaud se présente comme scénariste, comme réalisateur, il va entrer dans aucune catégorie socio-professionnelle. Vous-même, monsieur, si vous êtes acteur à vos moments ou figurant, voilà. J'imagine que ça serait vrai aussi des peintres qui font partie de l'exposition, qui est d'ailleurs admirable en ce moment, qui s'appelle Immortel et qui est sur les figuratifs contemporains.
Donc là, il y a un gros travail à faire pour que, enfin, on soit intégré à la société, quoi, et que l'artiste, ça soit pas une personne en marge, puisque apparemment, officiellement, on est à la lisière, voilà, comme dirait Monsieur Tesson. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Parce que sinon, je vais faire venir maintenant le régisseur, Maxence Biard, qui va vous expliquer justement en coulisses, sur le tournage, comment ça se passe. Oui. Enfin, peut-être deux mots sur le message qui semble être un message plutôt humaniste, commun aux deux films. Il y en a un, certainement, un message politique, un message, là, si on, au-delà du film. Oui, malgré tout, c'est pas deux films comme ça sur ces deux thématiques par hasard. Oui, enfin, c'est possible aussi que ça soit un peu du hasard, parce que c'est avant tout la passion de sujets qui me paraissaient dignes d'intérêt, parce qu'il y a certains sujets au cinéma qui ne me paraissent pas dignes d'intérêt, mais ça, voilà, c'est totalement subjectif. Mais en fait, ce que je n'aime pas, c'est le pessimisme facile. Donc je préfère conclure une histoire avec de l'espoir, une ouverture optimiste, plutôt que par effet de mode succomber aux sirènes du pessimisme. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de talent pour faire du bon pessimisme. Mais je ne suis pas encore Céline ou je ne sais pas qui d'autre. La musique aussi qui était exceptionnelle dans le deuxième film. Il y a un travail qui était plus classique dans le premier. C'est presque jubilatoire. Sans parler de la lumière aussi qui était exceptionnelle, je le dis en tant que peintre. On est prêt. Les scènes pourraient être prolongées. Merci beaucoup. Oui, j'ai l'impression. Je le dis en tant que lecteur aussi de nouvelles. Je veux dire, les nouvelles peuvent avoir une puissance aussi grande qu'un roman, et c'est vrai du court-métrage. J'ai l'impression aussi surtout que dans le deuxième film, la musique est presque un personnage, elle est plus intégrée au récit, à l'histoire, donc il y a une différence entre les deux films là-dessus, sur le plan musical, je suis d'accord. Oui, on peut retrouver ce travail-là chez quelques réalisateurs contemporains, ils sont encore rares. C'est assez épatant. Merci beaucoup. Maxence, tu veux venir apporter ton témoignage? Alors, qu'est-ce que le travail de régisseur quand il s'agit d'un tournage au cinéma? Bon, c'est parti pour prendre la parole, après la caméra et de filmer. Alors, le travail de régisseur, eh bien, pour répondre à cette question, je vais partir sur le début de l'histoire. Il faut savoir que Arnaud et moi, on se connaissait depuis le lycée à Nîmes, d'où toi tu faisais de la prépa et moi ma terminale. Et en fait, depuis, on avait toujours gardé contact par les réseaux sociaux, donc Facebook, Insta. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, je crois que tu m'avais contacté comme ça, alors que bon, ça faisait depuis un moment qu'on ne s'était plus parlé. Et à un moment, tu me disais, oui, j'ai vu que tu t'intéressais pas mal au cinéma, que tu faisais des études là-dedans. Est-ce que ça t'intéresserait de participer au tournage? Et alors moi, je me souviens, j'étais dans mon appartement à ce moment-là. Et donc là, je reprends off ce que je disais au moment de l'interview lorsque ma caméra a coupé. Donc à ce moment-là, je disais que lorsque Arnaud m'avait envoyé par message si j'avais envie de participer à son premier tournage dans les Cévennes, forcément, moi, émoustillé par ce projet, et comme on ne s'était pas parlé depuis un moment, eh bien, je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour moi de fouler les pieds dans un autre environnement que je ne connaissais pas. Et effectivement, comme je le dirai un peu plus tard dans l'interview, le fait d'accepter du jour au lendemain l'idée, en fait comme un tournage professionnel, puisque même dans des tournages professionnels, ça existe. C'est-à-dire que ce soit pour la figuration de la silhouette, même n'importe quel autre rôle, on t'appelle quelques jours avant, voire du jour au lendemain, pour te proposer quelque chose qui va peut-être
pas forcément bouleverser ta vie, quoique ça arrive sur certains tournages, mais en tout cas te proposer quelque chose qui du jour au lendemain peut déboucher sur une superbe aventure humaine, enrichissante et qui t'amène vraiment sur d'autres horizons. Là, dans ce cas précis, c'est vrai que, comme je le dirai plus tard dans l'interview, ça m'a fait un peu l'effet un peu du Hobbit, finalement, dans Le Seigneur des Anneaux, où le jeune héros se retrouve à accueillir des étrangers chez lui et partir à l'aventure avec eux après mûre réflexion. Voilà. Un régisseur, techniquement, ça a la voiture, et moi, évidemment, je ne l'ai pas. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé sur le tournage en étant, on va dire, une personne de plus, un membre de l'équipe de plus, à finalement essayer un petit peu de combler la voiture par, disons, une énergie que j'ai d'habitude, c'est-à-dire un peu d'appui électrique. C'est-à-dire que, du coup, j'ai quand même aidé pour tout ce qui était le matériel, pour le transport, pour le clap aussi, le clapman. J'ai servi aussi. La photo aussi. Voilà, un peu de machiniste d'ailleurs aussi, parce qu'à un moment donné, il me semble, quand tu as le soldat qui vise le noble là qui est en train de signer le. Ouais, j'abjure de je sais plus quoi. Je me souviens qu'à un moment donné, vite fait, il avait fallu faire un petit peu de fumée. J'ai un peu participé. Plutôt effets spéciaux. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Effets spéciaux. Et voilà, c'est ça qui était cool. Donc c'est chaque fois qu'il faut faire quelque chose en plus que ce qu'il y a de prévu ou qu'il y a déjà. C'est ça. Puis en plus de ça, j'ai envie de dire, j'étais en train de penser tout à l'heure, mais c'est vrai que cette histoire, finalement, moi, ça m'a fait beaucoup penser, tout simplement à la saga du Hobbit, de Peter Jackson, en voyage inattendu. Parce que finalement, c'est vrai que c'était pas du tout prévu, puis finalement, je crois que c'est Migon Sake, finalement se retrouve dans une équipe. Alors là, c'était pas des nains, là c'était une équipe de tournage où chacun en fait a son rôle et chacun en fait va parcourir des décors différents. Et là, c'était des décors justement dans un parc naturel avec la cascade, dans un autre endroit aussi où justement t'as Jean et le capitaine qui se mettent sur la gueule. Silhouette aussi. Ouais, silhouette aussi. Donc ça, c'était vachement cool. Merci. Alors ensuite, je voulais vous demander, donc à tous les deux, dans une reconstitution historique, est-ce que vous pensez qu'on peut prendre au cinéma des libertés avec l'histoire, comme il se passe actuellement avec Madame du Barry, par exemple, qui a été présentée hors compétition au Festival de Cannes qui se clôture aujourd'hui? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, il faut être au plus près, finalement, de quand même cet héritage historique dont nous sommes responsables? Parce que tu parlais tout à l'heure du cinéma américain, et dans le cinéma américain, il y a souvent les Américains qui nous ont pris beaucoup de choses depuis les débuts du cinéma, depuis Louis Feuillade. Et puis après, ils nous ont appris aussi en retour certaines choses, mais il y a des moments où, quand il s'agit du XVIIIe siècle français, je trouve que là, on dérape. C'est peut-être même, ça ne date pas que de Jeanne du Barry. Peut-être que, moi je ne suis pas expert historique, mais déjà moi j'ai en tête Scaramouche des années 50, où alors là peut-être il y avait un soin moins sérieux pour l'histoire, pour respecter les faits historiques, ou les costumes, ou les accessoires, mais je pense qu'on peut prendre des libertés, ça dépend lesquelles. Je pense pas que ce soit obligé, on ne peut pas faire que des noms de la rose dans les reconstitutions historiques. On peut faire j'espère l'avoir montré aujourd'hui, qu'on pouvait prendre quelques libertés sans que le public s'en aperçoive, parce on peut compter sur une personne peut-être dans une salle de 600 personnes qui sera peut-être suffisamment pointilleuse et assez compétente pour déceler une erreur historique. Mais je pense que ce serait dommage de s'obnubiler à faire quelque chose
parfait pour une minorité de gens. Je pense qu'il faut, avant tout, si on fait un film, il faut le faire pour la salle de 500 personnes ou pour tout le monde, pas que pour les docteurs en histoire. Voilà. Donc je pense que oui, on peut prendre des libertés, mais ça dépend lesquelles, et il faut prendre des libertés qui ne prêtent pas au ridicule, hein, qui soient discrètes, des libertés discrètes. Bon, je rappelle que Jeanne du Barry, quand elle a rencontré Louis XV, était une très très jeune femme, blonde, d'une blondeur exceptionnelle, avec un buste splendide, très galbé, et que c'était une femme qui avait un port naturel, extrêmement esthétique. Et voir ce personnage historique incarné par une femme brune, d'âge mûr, et qui n'a pas une poitrine particulièrement remarquable, ça me paraît vraiment très très loin du message, et je pense que Louis XV n'aurait pas remarqué la Madame du Barry au cinéma en 2023, parce que c'est la du Barry peut-être à la veille d'être décapitée en 1789, et encore aurait-il fallu la décolorer, quoi. Donc. Mais